Alors, quels sont les impacts politiques, économiques et sociaux de la création de la Confédération des États du Sahel? Alors, il est intéressant de noter que la Confédération des États du Sahel est l'aboutissement d'un processus qui a été enclenché déjà dès septembre 2023 et qui avait été appelé lors l'Alliance des États du Sahel. Alors, l'Alliance des États du Sahel regroupe trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La Confédération des États du Sahel regroupe ces trois différents États. Alors, l'objectif principal d'une confédération, c'est déjà qu'il est important de savoir que ce type d'organisation est une union d'États qui sont la plupart du temps indépendants et qui, par un ou plusieurs traités, s'entendent pour déléguer un certain nombre de compétences régaliennes à des organes communs. Euh, L'une des confédérations les plus connues dans le monde est sans doute la Confédération suisse. Ceci dit, donc, on obtiendra une plus grande intégration politique et une plus grande intégration économique, une plus grande intégration sociale. Ceci dit, il y a quelques chiffres qui permettent de comprendre ce dont il s'agit. Lorsque vous prenez la superficie de ces trois États, ça fait globalement 2 700 000 km², ce qui en fait une véritable puissance, hein, disons la neuvième puissance d'un point de vue de la superficie. Et puis, au niveau de la population, ça fait globalement 110 millions d'habitants, ce qui constitue un véritable marché intérieur. Et puis, ce sont des pays qui partagent un certain nombre de similitudes, hein. Vous avez le PIB par habitant qui est de 729 dollars en 2021 au niveau du Burkina Faso, 986 dollars au niveau du Mali, 372 dollars au niveau du Niger, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde. La croissance du PIB est également autour de 5,4% au niveau du Burkina Faso, 5,1% au niveau du Mali, 5,8% au niveau du Niger. Il faut noter que ces trois pays vont connaître une augmentation, hein, de la croissance de leur PIB. Pour le Niger, par exemple, ce sera de l'ordre de 7 à 10% pour le compte de l'année 2024. Les secteurs économiques principaux sont pratiquement les mêmes pour ces trois pays, l'agriculture, les mines, les services. Pour le Burkina Faso, l'agriculture, les services et les industries pour le Mali, l'agriculture, l'élevage et l'industrie minière pour le Niger. Le taux d'alphabétisation est également de l'ordre de 37,5% pour le Burkina Faso, 35,6% pour le Mali et 19,1% pour le Niger. L'espérance de vie est également pratiquement similaire. Il est de 61,9 pour le Burkina Faso, 60,5 pour le Mali, 62,7 pour le Niger. Donc, globalement, nous avons des pays qui partagent les mêmes réalités sociales, économiques et politiques, ce qui permet quand même d'harmoniser les politiques un peu plus rapidement et de peser sur la scène sous-régionale. Donc, d'un point de vue politique, déjà, ils pourront parler d'une seule voix, hein, dans le concert des nations. Et là, on va beaucoup plus observer cette harmonisation sur le niveau de leur politique étrangère. Il s'agit de trois pays qui sont alliés sur la Russie désormais, mais qui estiment qu'ils n'ont pas de problème avec les pays occidentaux et que ces derniers doivent plutôt s'aligner sur leur politique et non leur donner de leçons. En matière de relations internationales, cela est tout à fait normal. Au niveau économique, à travers les chiffres que je viens de numérer, vous pouvez remarquer que nous avons plutôt des pays qui partagent les mêmes réalités économiques. Vous voyez, leur activité, leur secteur, plutôt l'ensemble des secteurs qui contribuent à leur PIB tourne autour de l'agriculture, des mines, de l'industrie, des services, mais qui sont des secteurs qui connaissent un sous-développement très important qu'il faut développer et dans des secteurs dans lesquels il faut harmoniser les politiques économiques pour pouvoir davantage les dynamiser. Donc, ce qui fait que la politique économique doit davantage s'harmoniser. Au niveau social, vous avez des populations qui partagent également les mêmes réalités, ce qui va faire que désormais, on va et les trois pays se sont entendus pour dire que leur décision est irréversible. Et aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, qui sont désormais une confédération, constitue non pas une organisation rivale à la CEDEAO, mais plutôt mettre la pression sur cette organisation dans la mesure où elle doit davantage mener un certain nombre de réformes qui doivent désormais être en synergie avec la volonté populaire.
puisque ce qui a occasionné le départ de ces trois États, c'est davantage leur politique et qui ne sont pas trop en accord avec la volonté populaire. Et c'est pourquoi la plupart des putsch qu'on observe dans la sous-région sont plutôt très bien soutenus et n'encaissent pas de mort, comparativement aux coups d'État institutionnels qui souvent causent d'énormes dégâts. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucune chance que les pays du Sahel ou de la Confédération des États du Sahel intègrent aujourd'hui la CEDEAO, dans la mesure où leur décision est irrévocable, à moins qu'il y ait un soubresaut politique comme un autre putsch et qui ramène désormais l'un de ces États qui forment cette alliance-là dans le giron de la CEDEAO. Sinon, c'est parti pour durer. Alors, les présidents sénégalais et togolais ont observé davantage de présidents togolais une certaine neutralité lors de la crise post-putsch au Niger, ce qui fait que bon, ils ont davantage de crédibilité à pouvoir négocier avec les autorités des États du Sahel. Mais cette médiation n'est pas gagnée d'avance et voit à l'échec. Ce qu'on va observer, c'est une concurrence entre les États côtiers pour pouvoir avoir le marché sous-régional au niveau de l'alliance des États du Sahel. Et on l'a vu déjà entre le Togo et le Bénin. Lorsqu'il s'agit d'accès côtier, le Togo a privilégié ses intérêts au détriment du Bénin qui a appliqué les sanctions de la CEDEAO. Alors, la CEDEAO se préoccupe du retour des États du Sahel dans son giron, dans la mesure où la CEDEAO, c'est quand même un géant de la sous-région ouest-africaine, une organisation qui a longtemps prévu l'intégration économique, et ensemble, on est toujours fort. Et le fait que ce sont 11 millions d'habitants, près de 3 millions de kilomètres carrés face à sécession, fait que l'organisation est fragilisée. Et d'autres États pourraient être tentés de rejoindre l'alliance des États du Sahel, ce qui va complètement charcuter l'organisation. Et ben, personnellement, je dois avouer que j'ai un peu, s'il n'y a pas de réforme au niveau de la CEDEAO, il est très peu probable que cette organisation survive. Donc, des réformes doivent être menées pour sauver l'alliance. On va peut-être patienter et voir ce que ça va donner les prochaines années. Mais leur CEDEAO a besoin d'être réorganisé. Et surtout, la CEDEAO pêche par absence de moyens. Attendre forcément que l'aide vienne de l'extérieur avant de résoudre des problèmes internes à l'organisation l'a complètement fragilisée. Il n'y a plus intérêt à utiliser un conditionnel ou un futur, etc., pour parler du retrait de l'AES ou de la CEDEAO. Ce retrait est complètement acté et les conséquences vont se sentir des deux côtés de chaque organisation, de l'autre côté la Confédération et du côté côtier globalement, l'organisation économique. Alors, le temps a été donné lors du récent sommet de la CEDEAO à Abuja, où on parle déjà de passeport pour les ressortissants des États de l'Alliance les ressortissants de l'Alliance des États du Sahel. Et puis, il pourrait avoir une mesure similaire également du côté de l'Alliance des États du Sahel. Donc, vous voyez déjà, il y aura du répondant de chaque côté à chaque mauvaise action. Donc, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne doit pas être synonyme comment je vais dire, de conflictualité entre les deux organisations. La meilleure façon de pouvoir gérer ce retrait est de privilégier des voies de discussion pour savoir comment on pourra négocier un certain nombre d'accords pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux organisations, dans la mesure où vous avez les États de l'Alliance des États du Sahel qui sont restés dans l'Union économique monétaire ouest-africaine. Donc, il n'y a aucun intérêt à créer une situation de conflictualité. Toutefois, le retrait de Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO va créer de nombreux problèmes au niveau de la circulation des personnes et des biens, au niveau de l'ensemble des projets. On parle de 500 millions de dollars de projets communautaires qui
qui ont pris un coup. Donc, il va y avoir de nombreuses négociations pour qu'il n'y ait pas trop de grabuge. Aujourd'hui, l'important n'est pas de forcer le retour des trois pays dans la CEDEAO. Non, ça, ce sera contre-productif. Il faut négocier pour que les deux organisations puissent coopérer ensemble. Et puis, le Bénin a davantage plus intérêt à jouer sa partition pour ne pas perdre complètement le marché nigérien, qui est le premier acteur au niveau du secteur portuaire béninois. Donc, c'est ce qu'on peut dire à ce niveau. Je vais souligner que lorsqu'il y a souvent ce type de conflit, c'est vrai, il faut dire, il faut agir en communauté, mais il ne faut pas oublier également sa tête. Donc, je le répète encore, le Bénin doit jouer sa partition en, en se mettant en tête qu'elle doit bénéficier de cet important marché de 111 millions d'habitants. Et il s'agira d'améliorer nos infrastructures routières, de mettre en place un cadre d'investissement beaucoup plus avantageux, etc. Le plus important, c'est de capter ce nouveau marché-là. Il n'y a pas intérêt à se mettre à dos le Niger, le Mali, le Burkina Faso à la fois. Non. Et puis, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous avons la concurrence du Togo à côté, qui avait son port, qui bénéficie d'un avantage géographique par rapport au Bénin. C'est un port en eau profonde et qui peut accueillir des bateaux d'un tirant beaucoup plus conséquent. On est sur de l'ordre d'un peu plus de 16, alors qu'au Bénin, on tourne autour de 13-14. C'est un concurrent à côté du port autonome de Cotonou et nous devons mettre en place toutes les mesures possibles pour que l'activité économique du Niger au Bénin ne puisse pas s'estomper du fait pas d'une mauvaise politique étrangère, mais du fait de mauvaises décisions qui entre-temps, nous auraient impacté.